conférence de la journée. Alors, le thème est donc sur les libertés. Donc, on a en invité, si je tourne la tête, ça ne va plus aller. Nous avons Agnès Rousseau. Directrice de Politis, dont vous trouverez le stand vers la librairie, qui est aussi auteur d'un livre avec Jacques Testard sur la dérive du transhumanisme et de l'homme augmenté. Nous avons Arié Halimi, avocat, qui siège au bureau national de la LDH, donc la Ligue des droits de l'homme, dont vous avez aussi un stand sur le village des associations, qui a en librairie donc l'État hors la loi, logique des violences policières. On a vu ça il y a quelque temps et on le voit encore. Et puis son dernier livre, de circonstances aussi, Juifs français de gauche dans le désordre. Et enfin, Edoui Plenel, journaliste, créateur de Mediapart, dont vous trouverez plusieurs ouvrages à la librairie. Le dernier, c'est Appel à la vigilance contre l'extrême droite. On ne peut plus d'actualité aussi. Je rappelle qu'après la conférence, il y a des signatures pour nos 3 invités à 12h15, l'espace à côté de la librairie. Et je rappelle aussi qu'en fin de conférence, nos camarades vous attendent à la sortie avec le chapeau, qui n'est pas un chapeau, mais un simple carton. Voilà, pour vos contributions. Donc, on a vu qu'on a assisté à la criminalisation. J'adore. Je suis maîtresse de maternelle, c'est forcément un peu embêtant. La criminalisation, bref, on criminalise les mouvements sociaux, on a vu ça. Les mouvements écologistes, on a vu les écoterroristes de Darmanin et le travail de journalisme. Et depuis peu, on criminalise aussi, les humoristes. Donc je vais laisser nos invités vous développer leur réflexion sur cette dangereuse question. Qui est-ce qui commence ? Ah bah oui, si. C'est dangereux. Bonjour à toutes et tous et merci de tout ce que vous faites et de ce rendez-vous qui est exceptionnel, à l'emblème d'un passé qui pour nous est plein d'à présent. C'est grâce à vous qu'il y a eu ce manifeste « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. C'est grâce à vous qu'il y a cette actualité des jours heureux du manifeste du Conseil national de la résistance. Je voulais partir de là par rapport à notre sujet du jour, qui est cette question des libertés publiques. Qu'est-ce que signifie le manifeste du CNR ? Il signifie le surgissement de la société qui résiste quand l'État s'est effondré ou que l'État a plutôt basculé du côté obscur de la force. On le sait tous, le surgissement des résistances dans toute leur diversité face à l'abaissement, aux crimes contre l'humanité jusqu'aux crimes de génocide au mi-temps du siècle dernier, a eu lieu en France dans un moment où la majorité des élites politiques, économiques, médiatiques, intellectuelles avait accepté la honte, avait accepté la capitulation, avait accepté la collaboration. Ce dont nous débattons ce matin, c'est le fait de pouvoir préserver que la société puisse surgir, puisse créer son propre agenda, ne pas être soumise à un pouvoir d'État, à un pouvoir autoritaire, à un pouvoir d'en haut. C'est cela qu'il y avait dans le programme du CNR quand ils disent qu'ils veulent l'établissement de la démocratie la plus large
Alors d'abord en rendant la parole au peuple par le rétablissement du suffrage universel. Mais la suite dit bien que la démocratie, ce n'est pas que le droit de vote, que l'on peut voter pour son pire malheur, pour son pire ennemi, si tout le reste n'est pas garanti. Et tout le reste, c'est la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard des puissances d'argent et des influences étrangères, la liberté d'association, de réunion et de manifestation, l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance, le respect de la personne humaine, l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Je viens de lire ce passage du programme du CNR. Il nous dit combien la démocratie, c'est un écosystème. C'est un écosystème qui suppose des pouvoirs, des contre-pouvoirs, qui suppose, comme les pieds d'une table, qu'il y ait d'abord la garantie de droits fondamentaux. Le droit de s'informer, le droit de savoir, le droit de protester, le droit de s'exprimer, le droit de se réunir, le droit de manifester. Dire cela par rapport à tous les stands qui sont ici rassemblés, c'est dire aussi ce qui nous anime en tant que camp de l'émancipation dans nos solidarités avec d'autres peuples. Nous ne nous laissons pas aveugler par les États, par leur pouvoir, par leur puissance. Nous sommes du côté des peuples, du côté du peuple palestinien comme du peuple iranien, du peuple ukrainien comme du peuple palestinien, du peuple syrien comme du peuple palestinien. Nous sommes du côté des peuples, de leur droit à inventer leur propre avenir, à jouer de ces droits fondamentaux, droit de manifester, droit de protester, droit d'inventer son propre agenda et de ne pas être dépendant d'autres qui le décideraient à leur place, des puissances, des pouvoirs, des États. C'est cela, garantir les libertés publiques, garantir que la société amène de nouveaux droits, défende les droits existants, invente de nouveaux droits. Nous en avons sous les yeux, dans toutes les luttes sociales et démocratiques dans notre pays, un exemple formidable qui sont les luttes des femmes, immensément recommencées, avec toujours de nouveaux agendas. Et nul hasard si tous les pouvoirs conservateurs qui s'attaquent à nos libertés aujourd'hui s'attaquent aux droits des femmes, y compris aux droits récemment conquis, le droit de la maîtrise de leur corps, le droit à la contraception, le droit à l'avortement. Et donc, c'est cette question que nous défendons, le fait que la société, je le répète, puisse inventer ses propres droits. Pour terminer, le paysage qui nous rassemble est évidemment celui du surgissement de pouvoirs autoritaires qui ont comme alibi le droit de vote. L'idée que, garantis par l'élection, ils ont tous les droits. Et nous savons tous qu'en France, cette réalité est encore plus périlleuse que dans d'autres pays. Car le pouvoir d'un seul rafle la volonté de tous par la catastrophe du présidentialisme français, où un seul pouvoir et finalement une seule personne, et en l'occurrence un seul homme, concentre tous les pouvoirs. Nous avons suivi ces 10 dernières années une accentuation de ce présidentialisme, de la brutalisation de la démocratie, de la brutalisation des autres pouvoirs, le pouvoir législatif, et on l'a encore vu avec le vote de la loi scélérate sur l'immigration, qui a fait droit à l'agenda de l'extrême droite sur la préférence nationale. Vis-à-vis, évidemment, du pouvoir judiciaire et de son indépendance, et évidemment vis-à-vis du contre-pouvoir des médias. Mais revenons-en à la société elle-même. Nous vivons un moment où, depuis 10 ans, est entré dans notre loi, et c'était sous une présidence qui se disait de gauche, après déjà un été marqué par les mobilisations en soutien du peuple palestinien, c'était déjà Gaza, c'était l'été 2014, a été sorti de la loi sur la presse, de la loi sur la liberté d'expression, le délit d'apologie de terrorisme. Il est aujourd'hui devenu le bâillon de la liberté,
l'apologie de terrorisme et aux mains de n'importe quel autre pouvoir, demain encore plus, est le moyen de faire taire, est le moyen d'interdire, est le moyen de délégitimer. C'est l'avènement d'un macartisme à la française. Au nom de ce mot brandi comme une disqualification, comme un mot de honte, comme un mot de discrédit, eh bien, on s'en prend à tout le monde. On s'en prend à des parlementaires, on s'en prend à des syndicalistes, on s'en prend à des écologistes. Cela a continué avec une campagne qui visait les minorités. Et comme toujours, il y a des minorités qui dérangent. Souvenez-vous, dans la foulée, il y a eu cette dénonciation de l'islamo-gauchisme qui s'est traduite par l'interdiction, la dissolution des organisations qui, de manière autonome, portaient la voix de celles et ceux qui subissent des discriminations au nom de leur religion, au nom de leur origine, au nom de leur culture. Je parle évidemment des musulmans de France. Leurs propres organisations autonomes ont été dissoutes. Et puis ensuite, cela a été consacré par le vote de la loi séparatisme, qui met dans notre droit un vocabulaire colonial. Le séparatisme, c'est l'idée de dire que ceux qui protestent, ceux qui sont minoritaires, qui sont des dissidents, mais un jour ou l'autre, on se rend compte que c'est eux qui avaient raison. Nous sommes ici à l'année anniversaire du surgissement de la candidature de René Dumont, qui mettait le premier l'agenda écologique. C'était rien du tout, c'était minoritaire, c'était utopique. L'utopie ou la mort, disait-il. Eh bien oui, il avait raison. Et donc le séparatisme qui est utilisé pour l'écoterrorisme, comme il y a eu l'islamo-gauchisme, comme il y a évidemment la criminalisation de la solidarité à l'égard de la Palestine, c'est une façon de congédier les protestations de la société, de dire qu'il n'y a plus qu'une parole légitime qui est celle du pouvoir, de l'État, celle d'en haut, celle de ceux qui sont maîtres du pouvoir. J'ai dit les minorités, je voudrais vraiment souligner ce point. La dernière séquence des 10 dernières années doit nous rappeler combien nous devons toujours être attentifs à ceux et celles qui sont les premiers ciblés. Même si nous ne sommes pas forcément de leur bord, même si nous ne partageons pas forcément toutes leurs revendications, même si nous les trouvons excessifs. Mais ça commence par eux. Et après, c'est notre tour. Et c'est ce qui est arrivé, et c'est pour ça que je rappelais ce qui est arrivé aux organisations qui, comme le Comité contre l'islamophobie en France, qui ont été les premières victimes de cette stigmatisation que l'on voit aujourd'hui se développer massivement face à ce qui concerne la solidarité avec la Palestine. J'en termine par un mot à propos de la Palestine. Quel est le moteur de ce qui vous rassemble depuis 18 ans ? Quel est le moteur de l'émancipation ? Quel est le moteur qui nous a permis de conquérir des droits, de les inventer, de les imposer ? C'est un mot simple, un mot qui fut comme un saut dans le vide quand il fut proclamé. C'est le mot d'égalité. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de croyance, d'apparence, de conditions, de sexe, de genre. C'est le moteur de l'émancipation. C'est le moteur de ce que nous défendons. C'est ce qui nous a permis d'inventer des droits démocratiques, des droits sociaux, des droits des femmes et des droits aussi des autres peuples que nous opprimons nous-mêmes. Car il faut se rappeler, y compris ici, combien nous avons toujours à faire ce travail. Vous savez, dans le manifeste du CNR, il y avait juste ceci concernant les peuples. Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales. Il y avait encore du chemin à faire. C'est le monde qui nous a sauvés. Dans les troupes de la force, des forces françaises libres, 66% de troupes coloniales, puis 18% de légions étrangères à l'année 1943. Dans le cimetière de commémoration des Glières, les Espagnols. Le monde nous a sauvés.
La question de l'immigration, la question de l'autre, la question de l'accueil, la question de l'hospitalité, la question de l'égalité des droits, justement, des droits fondamentaux, est au cœur de l'émancipation. C'est pour ça que ce qui s'est passé lors du vote sur la loi immigration est essentiel. On commence par l'immigré. On commence par dire il y a ceux qui ont des droits et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont des droits, c'est ceux qui sont nés du bon côté, et ceux qui n'ont pas de droits, ce sont ceux qui sont nés ailleurs. Et du coup, on fait la brèche dans les droits fondamentaux. Les droits à la santé, les droits à l'éducation, les droits à la vie, les droits au travail. Et nul hasard, si l'homme qui a imposé ça un mardi par un coup de force parlementaire, le lendemain à la télévision, que disait-il ? Gérard Depardieu est la fierté de la France. La haine des femmes, la haine de l'autre, la minorité construite depuis une éternité par notre genre, liée à la haine de l'autre, à la peur de l'étranger, à la peur du monde. Alors oui, l'égalité. Et l'égalité, cela a un autre mot pour le monde. Ça s'appelle le droit international. Le combat des résistants ici a permis que soient proclamés en 1948 des textes qui disaient au fond, et écrits notamment par un Français, René Cassin, compagnon du général de Gaulle, symbole du judaïsme laïque français, qui a été le principal rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que disait-il ? Il disait, qu'est-ce que nous a appris la catastrophe européenne ? Eh bien que les États, les nations, même celles qui se prétendent civilisées, qui se prétendent au cœur de l'histoire de l'universel, peuvent être dangereuses, peuvent produire des monstres, peuvent faire surgir la barbarie au cœur de la civilisation. Et donc il faut des droits au-dessus des nations, au-dessus des États, au-dessus des identités des peuples, des droits qui s'imposent à tous. Le droit international, c'est la question de l'égalité à l'échelle du monde, d'où l'enjeu essentiel de ce qui se joue autour de la Palestine. Ce n'est pas seulement le sort du peuple palestinien, et y compris de sa diversité qu'il faut défendre contre toute tentation d'uniformisation autoritaire au sein même du camp palestinien, et ce débat démocratique doit être mené aussi, et il est mené par des Palestiniens, notamment, je pense, par Elias Sambar et Leila Chaïd, qui, dans notre pays, ont porté si longtemps la voix de la Palestine et la portent encore. Mais cette question de la Palestine, et c'est pour ça que la jeunesse le ressent, et c'est pour ça que la jeunesse est au rendez-vous, et c'est pour ça que la jeunesse occupe des universités, et c'est pour ça que la jeunesse, elle, n'est pas indifférente, parce qu'elle sent que l'essentiel est là. L'essentiel, cette question du droit international, contre des logiques de nations identitaires, de nations qui se prétendent propriétaires de l'universel, de peuples qui se prétendent supérieurs à d'autres. L'essentiel de notre futur est là. Alors saluons, et pour une fois, saluons y compris le vote de nos gouvernants actuels de la France, le vote qui a eu lieu hier aux Nations Unies, où 143 sur 193 des États membres ont voté pour que la Palestine soit un État comme les autres, soit un État admis dans la communauté internationale des Nations Unies. Et ce vote a été marqué par un symbole, celui de l'ambassadeur d'Israël, détruisant à la tribune des Nations Unies la Charte des Nations Unies de 1948. Ce symbole disait bien tout ce qui est en jeu. Est-ce qu'il y a des valeurs communes à l'humanité dont aucune nation ne serait propriétaire, mais qui seraient construites par le commun des nations? Alors encore un effort, puisque ce vote n'a pas été unanime côté européen. L'Allemagne, la Grande-Bretagne se sont abstenus. L'Ukraine s'est abstenue, hélas, et évidemment pour ne pas déplaire aux États-Unis qui, eux, ont voté contre. Alors, il faut continuer ce combat du droit qu'incarne ici à cette tribune Arié Halimi,
que je salue fraternellement, car nous cheminons ensemble depuis 10 ans déjà, justement, depuis l'été 2014 dont je parlais, eh bien, demandons à nos gouvernants de faire encore un effort. Oui, la France doit reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui. Bonjour à tous, alors c'est moi qui enchaîne, ça va pas être simple. Donc moi je vais vous parler des médias, parce que ce qu'a dit Edoui, la démocratie suppose des contre-pouvoirs, et aujourd'hui il y a un grave problème des contre-pouvoirs dans notre pays. Et je vais vous parler de la situation médiatique, qui est la bataille que je mène depuis aussi quelques années, voire décennies. Une situation qui est extrêmement problématique en France. Vous le savez certainement, hein, mais je rappelle toujours les quelques chiffres en démarrant pour poser le paysage. Il y a une dizaine de milliardaires de groupes d'entreprises françaises dont le métier principal n'est pas l'information, qui ont fait main basse sur la plus grande partie des médias en France, ce qui pose des graves questions sur le pluralisme de l'information. Évidemment, on peut considérer que ça pose problème que des marchands d'armes, des entreprises de luxe, du BTP, de la téléphonie ou des banques soient les propriétaires massivement de la presse française. Aujourd'hui, il y a une demi-douzaine de milliardaires qui possèdent notamment la presse écrite quotidienne nationale. 91% des médias, des quotidiens nationaux français sont entre les mains de cette demi-douzaine de milliardaires. C'est également la même chose sur la télévision, puisque 44% de l'audience des télévisions françaises est fournie par 3 milliardaires, par des groupes appartenant à 3 milliardaires, Bouygues, Bolloré, avant Drahi, maintenant Saadé. Donc ça veut dire que pour chaque heure diffusée en France, chaque heure de télévision diffusée en France, il y a 26 minutes qui est fournie par ces 3 groupes industriels. Et le groupe Bouygues, à lui tout seul, capte presque autant d'audience que toutes les chaînes du service public. Ça, c'est pour poser le décor. Évidemment, il y a plein de problèmes. Il y a les conflits d'intérêts. Ça met l'information au service d'intérêts industriels, commerciaux ou politiques. Surtout quand ces groupes de presse dépendent de la commande publique. On peut se poser la question, effectivement, de l'indépendance de groupes comme Bouygues, qui dépendent de la dépense publique sur la question du BTP. Comment peut-il être indépendant des pouvoirs publics ? Ça pose des questions aussi de censure, ça étouffe le journalisme d'enquête. Évidemment, quand on est journaliste pour TF1, par exemple, comment on peut enquêter sur la téléphonie ou l'immobilier, quand on sait que notre propriétaire, c'est le groupe Bouygues. Ça alimente aussi la défiance des citoyens. À un niveau dramatique, ça aggrave cette fracture à un niveau dramatique. Aujourd'hui, il y a 57% des Français qui considèrent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Il y a eu une prise de conscience assez récente de cette situation, et on peut remercier Vincent Bolloré qui a beaucoup œuvré pour ça, qui a permis, avec son raid politique et idéologique, qui a offert une robe de lancement à Éric Zemmour, qui a pu déverser ses obsessions identitaires et anti-islam pendant des heures de grande écoute à la télévision pendant 2 années avant d'être candidat. Il y a eu cette prise de conscience qu'il y a un problème avec les médias. Évidemment, Bolloré, par exemple, s'en est défendu. Il a osé, devant la commission d'enquête parlementaire en 2002, dire que notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique, c'est un intérêt uniquement économique. Or, les chaînes de télévision du groupe Bolloré, elles n'ont jamais rapporté d'argent à Vincent Bolloré. Ça contribue à légitimer un certain vocabulaire, certaines idées dans l'espace médiatique. Ça baisse aussi le niveau d'acceptabilité. Ça sature l'espace de transgression contre lesquels on ne peut plus lutter. Le premier geste de Rachida Dati, par exemple, ministre de la Culture, ça a été de parler sur les plateaux de CNews et de Europe 1 et d'aller dans les pages du JDD pour dire que le problème du pluralisme, c'était les médias publics. La force d'un groupe de presse comme celui de Bolloré, c'est que pendant plusieurs jours, ça va tourner en boucle. Une polémique qui est lancée sur un plateau de CNews va être prise par Europe 1 et va faire la une du JDD le dimanche. Alors Bolloré, ce n'est pas une exception, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais il contribue à normaliser l'intervention des propriétaires dans les médias.
Cette proximité-là, elle existait évidemment auparavant. Je peux citer juste la situation, par exemple, avec Sarkozy. Je ne sais pas si vous savez quels étaient les témoins de mariage de Nicolas Sarkozy quand il s'est marié avec Cécilia Siganer. Ces deux témoins, c'était Bernard Arnault, propriétaire du Parisien et des Échos, et Martin Bouygues, propriétaire de TF1. Et après son élection en 2007, il est allé se reposer sur le yacht de son ami Vincent Bolloré. Il a déclaré à propos de Arnaud Lagardère, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Arnaud Lagardère, qui était propriétaire d'Europe 1 à l'époque, de Paris Match et du JDD. Et Serge Dassault, propriétaire du Figaro, était aussi client de son cabinet d'avocats. Donc c'est pour vous dire la proximité, la promiscuité même qu'il y a entre dirigeants politiques et propriétaires de médias, et à quel point ça pèse aujourd'hui sur le paysage médiatique et politique. Et c'est un problème qui dépasse évidemment les médias. Je parle là des médias, mais quand on parle de Vincent Bolloré, on parle de Canal+, de CNews, d'Europe 1, de Paris Match, du JDD, de Capital, de Télé Loisirs, de Géo. Aussi, il avait aussi le groupe Editis, qui représentait plus de 50 maisons d'édition, dont Robert Laffont, Bordas, Nathan, Plon, Julliard, La Découverte, l'éditionnaire Le Robert. Et il voulait engloutir Hachette, numéro 3 mondial et leader en France. Hachette, c'est Grasset, Fayard, Stock, le livre de poche. Donc il a fait une OPA sur Lagardère. Et heureusement, l'Union européenne s'est opposée à cette concentration. Donc il a dû vendre une partie pour pouvoir acquérir Hachette. Mais s'il y avait eu cette fusion entre Hachette et Editis dans les mains de Vincent Bolloré, ça voulait dire concentrer 71% de l'édition parascolaire, 63% des dictionnaires, 54% du livre de poche entre les mains d'un seul propriétaire, Vincent Bolloré. La France n'a rien fait, l'Europe, heureusement, a agi. Et puis Bolloré, c'est aussi le groupe Havas, qui est spécialisé dans l'achat d'espaces publicitaires dans la presse. Donc vous imaginez l'influence aussi sur les autres médias. Et puis c'est un groupe de communication, évidemment, très connu. Donc ça, c'est la situation de la concentration qui, aujourd'hui, en France, est extrêmement problématique. La mainmise de milliardaires ou des forces du marché, ça dépend comment on les appelle, sur ces médias, elle autorise plusieurs choses. Elle autorise notamment l'extrême droitisation des médias qu'on rencontre aujourd'hui. Je vais parler d'un seul média parce que c'est celui qui, aujourd'hui, me semble le plus problématique, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. C'est CNews. CNews qui sert d'instrument de propagande pour l'extrême droite en France. Il y a un collectif qui s'appelle Sleeping Giants, qui est actif sur Twitter, sur X, qui a fait une analyse des bandeaux. Vous savez, les bandeaux qu'on voit en dessous, en bas des écrans de télé, en permanence. Et il a montré, Sleeping Giant, que sur 365 jours de l'année, 335 jours, il y avait immigration ou islam dans ces bandeaux. Et pas forcément positif, vous imaginez bien. Il y a aussi des mots qui tournent, abaya, wokisme, insécurité, peur, délinquance, trafic de drogue, ça apparaît au moins une fois tous les 3 jours. Il y a eu de nombreuses interventions. Pascal Praud, par exemple, animateur de la chaîne, qui fait un lien entre punaise de lit et immigration, ou des termes qui évoluent au fil de la semaine. Par exemple, les hijabeuses, ces femmes qui mettent un hijab pour faire du sport. Au début, les titres, c'était « Hijabeuse, l'islamisation du foot ». Après, c'était « Hijabeuse, une stratégie d'infiltration bien rodée ». Et puis après, c'était « l'islamisme à la conquête de l'Europe ». Donc vous voyez là, de fil en aiguille où on en arrive. Il y a eu de nombreuses interventions de l'ARCOM, qui en 2 ans, l'ARCOM c'est l'instance de régulation médiatique, qui en 2 ans a signalé de nombreux faits de désinformation, de racisme, de sexisme, d'incitation à la haine, de non-respect du pluralisme, de manque d'honnêteté dans l'information, mais à chaque fois des petites semonces comme ça, mais rien de très grave et rien en tout cas qui remette en question CNews. Il y a le confusionnisme aussi qui règne dans cette télévision. Par exemple, dans les bandeaux, il y avait « Le nazisme est-il passé à l'extrême gauche ?» Vous imaginez comment des gens peuvent arriver à écrire des choses comme ça, on se demande. Ou alors « 6 Français sur 10 croient au grand remplacement ». Alors, je ne sais pas quel est leur institut de sondage, mais bon, c'est un peu... Puis il y a le respect du non-pluralisme aussi, alors que CNews, c'est une chaîne qui diffuse sur la TNT. La TNT, ça nous appartient à tous. C'est un bien commun, un bien public. La TNT, ce sont des canaux de diffusion qui appartiennent à l'État français, donc à nous. Et en fait, il y a des obligations quand on diffuse sur un canal public, des obligations de pluralisme politique.
et CNews s'assoit dessus complètement. Il y a Arrêt sur Image, le site Arrêt sur Image, qui a fait une analyse des invités de l'émission La Grande Interview, qui est une émission animée tous les jours par Sonia Mabrouk sur CNews. En 6 mois, donc de septembre 2023 à février 2024, il y a eu 79 personnalités interrogées, 79, et sur ces 79, il y en a eu 4 de gauche. Donc le pluralisme, c'est pas encore ça. Et puis on a vu aussi que CNews se livrait à des rééquilibrages nocturnes, c'est-à-dire qu'ils rediffusaient en boucle les meetings des candidats de gauche la nuit, entre minuit et 6 heures du matin, pour dire, regardez, on les a quand même diffusés sur notre grille de programme. Il y a un rapport de Sénat qui a dit aussi qu'il y avait... qui a mesuré le temps de parole de la gauche par rapport à la droite, et évidemment c'est écrasant pour la droite et l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est un traquenard pour des responsables politiques, ou même pour des journalistes, pour des militants, d'aller sur CNews. CNews est devenu un outil de guerre culturelle, une machine à panique morale, où il y a un non-respect du pluralisme. Et c'est devenu un média d'opinion et plus un média d'information, ce dont ils se défendent. Depuis que Bolloré a racheté la chaîne, il y a 17% en moins de journalistes sur la chaîne. C'est aujourd'hui un des médias les plus délinquants du paysage audiovisuel français. Et en plus, on l'a donné à Bolloré. C'est-à-dire que Bolloré, au début, il avait Direct 8 et Direct Star. C'était des chaînes donc, de la TNT. Il les a revendues à Canal+ en 2012 pour 400 millions d'euros. Donc il s'est fait de l'argent en plus sur notre dos. Et ça lui a permis de monter au capital de Canal+, et donc de devenir de fait le propriétaire, enfin l'actionnaire majoritaire de Canal+. Les sanctions, elles servent à rien, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un État qui est totalement impuissant face à cette situation. Donc il y a la concentration, l'extrême droitisation, et puis je dirais le troisième pilier, c'est l'abrutissement général. Quand on regarde certains médias, on peut parler de l'émission de Cyril Hanouna, par exemple, qui réunit 1,7 million de téléspectateurs en moyenne chaque soir, où l'opinion prime sur les faits, avec une conception complètement binaire du monde, une polarisation, une caricature des clivages, qui explique jamais en plus les causalités, et avec des polémiques qui créent la sidération, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi faire. Soit on renonce à les combattre, soit on épuise nos forces en tant que militants, en tant que journaux indépendants, à contrer ce qui naît de ces polémiques complètement stériles. Et puis ça rend acceptable finalement de débattre des choses qui étaient complètement inimaginables avant. Et puis critiquer CNews, eh ben, ils ont réussi à tellement légitimer que CNews c'était la parole du peuple, que maintenant critiquer CNews, c'est afficher un mépris pour le peuple. Il y a aussi toute une logique d'humiliation sur les plateaux de CNews, une normalisation de la pratique de harcèlement qui est mise en scène. Et c'est pas anodin, on pourrait se dire c'est que 1,7 million de personnes, mais en fait il y a des études qui ont été menées notamment aux États-Unis et en Italie, des études sur Fox News qui fonctionnent un peu pareil que CNews et qui a montré l'impact électoral évident de l'installation de Fox News dans certaines régions. Ils ont étudié les régions où Fox News a été installé, dans les États où Fox News a été installé avant. Il n'est pas arrivé dans tous les États en même temps, et ils ont étudié les différentiels d'évolution électorale dans les États, et ils ont montré qu'il y a une évidente influence électorale de chaînes comme Fox News. Il y a une étude italienne qui a été menée aussi, qui s'appelle l'héritage politique du divertissement TV, qui a montré que des spectateurs exposés aux chaînes de Berlusconi avaient aussi un impact cognitif, avaient une baisse d'engagement, une baisse d'intérêt politique. Ceux qui ont été exposés dès leur enfance, qui ont été abreuvés aux chaînes Berlusconi, ça a un impact qui a été mesuré par une étude. Et donc on se retrouve avec tout ça, avec quelque chose que moi, qui suis une grande admiratrice d'Hannah Arendt, je le vois aussi comme les prémices de quelque chose qui sont ce qu'Hannah Arendt présente comme les 3 pieds du système totalitaire, c'est-à-dire l'idéologie, un rapport au sens qui est complètement biaisé, avec une entreprise d'abrutissement, de propagande qui est véhiculée par les médias et qui participe à ce que disait aussi Edoui, à un nouveau macartisme à la française. Il y a aussi le deuxième pilier, c'est la terreur, donc c'est la panique morale, c'est la peur qui est installée en permanence pour dire on est en état de siège, et évidemment pour pointer de qui il faut avoir peur, l'immigré, le chômeur, l'exclu, celui qui va nous attaquer et remettre en cause notre pays. Et puis le troisième pilier, c'est la désolation, c'est un rapport à l'autre complètement biaisé. Ça va plus loin que l'isolement, que la solitude. La désolation, c'est l'expérience absolue de la non-appartenance au monde.
C'est l'expérience la plus radicale, la plus désespérée. C'est être déraciné, c'est pas avoir de place reconnue par les autres. Et ça, je pense que ces médias y contribuent aussi à ça, à pointer aussi le chômeur, l'exilé, le harcelé comme étant le problème et non pas la conclusion de tout ce que fait le système aujourd'hui en France. C'est l'incapacité à partager un monde commun. Et je crois que les médias aujourd'hui, en faisant cette expérimentation, en cloisonnant les gens, en polarisant les gens, participent aussi de cette déliquescence d'un monde commun. Et alors la question qu'on pourrait se poser, c'est que fait l'État, que font les pouvoirs publics face à cette situation ? Eh bien, pas grand-chose, évidemment. L'État n'a rien fait contre l'expansion de l'Empire Bolloré. La seule restriction, elle est venue de l'Union européenne, comme je disais tout à l'heure, au moment où il a voulu engloutir le numéro 1 et le numéro 2 de l'édition. C'est l'Union européenne, l'autorité de la concurrence, qui a mis fin à cette idée. Pareil, quand il a voulu racheter Gala pour acheter Paris Match, l'Union européenne s'est opposée en disant on ne peut pas mettre toute la presse people, enfin les 3 principaux titres de presse people entre les mains d'un seul propriétaire. Dans quelques semaines, l'ARCOM, l'autorité de régulation, c'est une autorité administrative indépendante, elle va devoir prendre des décisions importantes. Ça va être la redéfinition des nouvelles conventions pour les chaînes de TNT. Donc il y a 15 chaînes de TNT, elles arrivent au bout de leur convention et là, elles sont en train de renégocier. Je pense que vous avez suivi ça. Il y a la question de savoir si CNews va de nouveau avoir une autorisation d'émettre. En tout cas, si le canal va être donné à CNews et à Vincent Bolloré. Ils ont jusqu'à le 7 mai, donc c'était il y a quelques jours, pour poser candidature. Et ça va se faire dans les prochains mois, les auditions et cet octroi. Il y a une commission d'enquête qui a été lancée à l'Assemblée nationale par le député insoumis Aurélien Saint-Toul, qui a auditionné justement les acteurs de ces chaînes de TNT, notamment CNews, pour justement pousser un peu au bout cette logique pour aller voir ce qu'ils avaient à dire et à répondre de tout ce que je viens d'expliquer. On peut espérer que cette commission d'enquête, donc il y a un rapport qui va sortir, je crois que c'est la semaine prochaine, on peut espérer que le rapport d'enquête pointera des choses de manière forte. Le gouvernement, enfin la majorité a essayé de s'opposer à la publication de ce rapport, c'est une première aussi depuis très très longtemps qu'une majorité puisse s'opposer à la sortie d'un rapport parlementaire parce qu'il y avait des propositions qui déplaisaient. On peut espérer que l'ARCOM prendra ses responsabilités aussi. Il n'y a rien de garanti évidemment. Et l'État français, non seulement ne joue pas son rôle de régulation, mais il criminalise aussi les journalistes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous le savez tous, vous avez tous suivi les différentes expériences qu'il y a eu de journalistes qui ont été mis en examen ou qui ont été placés en garde à vue en faisant leur travail. Je pense notamment à Aude Lavrieux, du média Disclose, qui a subi 40 heures de garde à vue et 10 heures de perquisition chez elle parce qu'elle avait dévoilé des secrets de l'État. On peut parler aussi des poursuites bâillons qui se multiplient dans l'espace public, qui deviennent un harcèlement judiciaire, qui visent à la censure et qui sont de plus en plus détournées, c'est-à-dire que de plus en plus il y a des plaintes qui sont mises principalement par des acteurs privés, donc des multinationales, pour empêcher l'apparition d'informations. Il contourne la loi de la presse de 1881 en arguant par exemple du secret des affaires, du dénigrement commercial, etc. Il y a urgence à légiférer pour limiter la prolifération des poursuites bâillons. Et là encore, on attend que l'État se bouge, que le gouvernement se bouge pour que justement on arrête ces entraves à la liberté d'informer. Et puis, il y a un autre levier qui pourrait être aussi important, c'est la question des aides à la presse, où aujourd'hui, il y a des aides à la presse pour le pluralisme, qui aident au pluralisme du débat démocratique. Et aujourd'hui, le titre le plus aidé en 2022, c'est les derniers chiffres qu'on a à notre disposition, c'est Le Parisien, qui a reçu 12 millions d'euros. Et donc, au total, Bernard Arnault, qui a été c'est Bernard Arnault qui a touché le plus d'aide à la presse, 14 millions d'euros. On peut se dire que Bernard Arnault, il a d'autres moyens financiers, il n'a pas forcément besoin de cette aide-là pour s'occuper des médias. Voilà, je dresse un portrait qui est pas très réjouissant. Après, peut-être on parlera un peu plus des solutions, mais on est face à une situation où il y a un gouvernement qui veut imposer un projet politique qui n'a plus de sens, et la seule manière de l'imposer, c'est la matraque, le 49.3, des méthodes un peu
pas très démocratique, on va dire, asphyxier la contestation politique et citoyenne, décrédibiliser l'adversaire politique, laisser monter dans les médias la panique morale et le chaos, ce qui est une négation de la pensée, une négation de la raison, une négation du débat démocratique. Les médias, évidemment, ont totalement leur responsabilité en laissant aussi faire la gesticulation des éditocrates qui enflamment le débat, le rendent intelligible et rendent impossible un débat serein, un débat sain sur les débats, sur les enjeux de société aujourd'hui qui nous animent. Et donc il y a urgence vraiment à reprendre le contrôle des médias. Et je pense que c'est le rôle de chacun. Il ne faut absolument pas laisser ça aux journalistes, aux médias. Il faut vraiment que chacun s'empare de ça. Vous ne vous levez peut-être pas le matin en vous disant c'est la mère de toutes les batailles, il faut reprendre le contrôle sur les médias. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu les périls qu'il y a sur la démocratie, je pense que ça fait partie des urgences et je pense que c'est le rôle de chacun. Merci. Une petite précision sur les procès bâillons, parce qu'on s'imagine que lorsqu'on gagne un procès, on est remboursé de son procès. Et lorsqu'on gagne un procès, il y a encore plein de choses qui restent à sa charge. Donc c'est une lourde charge pour les médias qui sont engagés dans ce genre d'aventure, et du coup qui peut entraîner aussi des autocensures. Donc c'est aussi une attaque financière. Je laisse la parole à Harry Halimi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ému de voir autant de monde aujourd'hui. Parce que je dois vous avouer que d'habitude, j'ai un sentiment de solitude et d'isolement, et je crois que nous le partageons toutes et tous au quotidien. Face à un sentiment d'écrasement progressif, un sentiment d'impuissance qui nous submerge les uns les autres, et nous voir toutes et tous aujourd'hui aussi nombreux, ça soulage. Alors je voulais d'abord vous remercier. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment d'isolement, de solitude, alors que nous sommes si nombreux et nombreux ? Et comment va-t-on réussir à résister ? Puisque c'est évidemment ce que nous avons tous en tête pendant ce week-end, mais au quotidien. Comment est-ce qu'on arrive à faire ressurgir les valeurs progressistes dans l'esprit du plus grand nombre, et comment est-ce qu'on peut refaire collectif et société pour faire advenir ces valeurs ? C'est ça la question. À un moment où, oui, nous avons le sentiment que la réaction, que l'extrême droite, que le néolibéralisme sont en train de prendre le pas sur nos valeurs. Je crois qu'il y a eu un long processus, et il faut repartir de ce processus pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce sentiment d'impuissance. Et ce processus, il n'est pas venu de nulle part. Il est venu de notre propre camp, comme le disait Edoui tout à l'heure. 2014. Je vous parle un petit peu de mon expérience, et je crois que nous devons, notamment pour les nouvelles générations, celles qui n'ont pas encore eu de révélation politique, celles qui ne sont pas encore advenues à la conscience politique et au collectif, et que nous aspirons de nos voeux, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui. Dans la salle, en tout cas. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui votent ou qui adhèrent aux idées d'extrême droite. Et donc, évidemment, on ne pourra pas résister sans les nouvelles générations qui vont prendre le relais, d'abord, et qui ont cette énergie. L'expérience, on va la transmettre. Bien sûr, encore faut-il qu'il y ait des personnes à qui transmettre cette expérience. Pourquoi je vous disais que je crois qu'on
la difficulté est venue de notre propre camp, parce que moi je l'ai découvert en tant que personne non politisée en 2014. C'est une année charnière, 2014-2015. Beaucoup de choses se sont passées. Si vous vous souvenez bien, on était sous un gouvernement socialiste. 2015. Socialiste. Ah, c'est le mot socialiste qui est... Je mets des guillemets alors. Volontiers même. Vu ce que nous avons pu vivre. Moi, je suis advenu donc à la politique à cette époque-là, notamment au moment d'une période qui ressemble beaucoup à celle que nous vivons. C'était l'opération Bordure Protectrice à Gaza. Pratiquement déjà 2000 victimes civiles, pas beaucoup par rapport aux plus de 30 à 40 000 victimes civiles actuellement à Gaza, sous les bombardements israéliens. Et le droit de manifester déjà, qui était entravé, puisque pratiquement toutes les manifestations étaient en soutien au peuple palestinien et à Gaza, étaient interdites depuis l'Algarade de la rue de la Roquette, entre des militants pro-palestiniens et des membres de la communauté juive, à Paris. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le gouvernement s'est saisi de ce moment dramatique, parce que quand on voit des factions plutôt de la société civile, en raison de leur identité, se fracturer et se battre, évidemment, d'autres s'en servent. Et à partir de ce moment-là, on a vu toutes les manifestations en soutien au peuple palestinien interdites, dont une à Sarcelles, qui avait été organisée par un ami, Nabil Koskossi. Et malheureusement, cette interdiction, mal organisée, a entraîné une colère des manifestants qui étaient venus et une émeute à caractère antisémite, puisqu'il y avait eu des magasins qui avaient été brûlés à Sarcelles. Juste pour vous dire que le droit de manifester, à ce moment-là, avait été déjà entravé. Et tout ce que nous vous voyons aujourd'hui, je prends un exemple à Nice, 12 interdictions de manifester successives contre des manifestations en soutien au peuple palestinien par le préfet des Alpes-Maritimes. 12 successives. 12 fois, la Ligue des droits de l'homme a été contrainte de saisir le tribunal administratif pour obtenir l'annulation. Et bien évidemment, la justice administrative est encore là. On est encore dans un état de droit. On est encore dans une démocratie. Ne nous trompons pas. Nous avons encore cette base-là qui nous permet encore de résister avec nos institutions, mais avec des coups de boutoir récurrents, permanents. Et ce qui s'est passé à Nice, c'est-à-dire un droit de manifester entravé en permanence, des interdictions de manifestation permanente. On a eu un ministre de l'Intérieur qui a fait une interdiction générale de manifestation en soutien au peuple palestinien au début, souvenez-vous. Quelque chose qui était totalement improbable en France, puisque le principe, évidemment, c'est le droit de manifester, qui est un principe constitutionnel. Voilà ce qui s'est passé, et nous avons eu, en 2014-2015, évidemment, des attentats terroristes à caractère islamiste, qui ont été un drame pour notre pays. Et à ce moment-là, on a eu un gouvernement qui a décidé d'organiser un état d'urgence. L'état d'urgence de la nuit du 13 novembre au 14 novembre 2015. Rappelons d'abord que ce dispositif de l'état d'urgence avait été adopté en 1955 pendant la guerre d'Algérie. Et ces mesures-là avaient pour vocation, évidemment, de restreindre le droit d'expression et le droit du peuple algérien à s'exprimer pour l'indépendance. Ce dispositif a été réutilisé à ce moment-là. On peut se dire, oui, on a des actes terroristes extrêmement graves qui sont commis sur le territoire. On doit éventuellement transmettre au pouvoir politique un pouvoir supplémentaire pour endiguer cette menace. Bien sûr, évidemment, jusqu'à ce que cet état d'urgence, qui transmette des pouvoirs extrêmement importants à l'État, au préfet, qui transfère le pouvoir de l'autorité judiciaire, qui est le garant des libertés individuelles,
vers le juge administratif et donc qui réduisent les libertés, qui permettent de perquisitionner administrativement en pleine nuit des familles avec des enfants qui voient leurs parents parce que musulmans. Et je peux vous le dire parce que j'ai défendu beaucoup de familles musulmanes assignées à résidence et perquisitionnées administrativement pendant cette période sans aucune raison parce que pratiquement aucune n'a été poursuivie pour des menaces à caractère terroriste de manière judiciaire. Donc oui, à cette époque-là, il y a eu un emballement et une restriction de liberté. Le problème, c'est que cet état d'urgence, il ne s'est pas arrêté là. Ça aurait dû s'arrêter à ce moment-là. On gère la menace et on passe à autre chose. Non, cet état d'urgence est rentré dans le droit commun en 2017 par une loi, cette fois sous l'égide d'Emmanuel Macron. Et évidemment, l'état d'exception est devenu le droit commun et vous avez là eu un des mécanismes qui a permis la restriction des libertés individuelles. Vous avez aussi, à cette époque-là, quelque chose qui surgit et dont nous sommes pratiquement tous et toutes victimes aujourd'hui. C'est un autre mécanisme de restriction des libertés, les violences policières. Je crois que quand on est dans une manifestation, on est toutes et tous victimes de violences policières, ne serait-ce que parce qu'on inhale des gaz lacrymogènes à un moment ou à un autre. Et c'est déjà une violence policière en soi que d'inhaler des gaz lacrymogènes qui nous font difficilement respirer, qui nous font piquer les yeux et qui surtout nous entravent le droit de manifester et nous font partir et nous intimident et nous empêchent d'avoir la rue qui est l'un des moyens d'expression garantis constitutionnellement. Ces violences policières, elles se sont traduites également par l'intrusion d'armes dites semi-létales mais qui ont en fait détruit énormément de vies. Je pense évidemment au LBD 40. Vous savez, c'est les anciens flashballs qui tirent des balles qui sont censées être peu dangereuses, mais à la vitesse avec laquelle elles sont tirées et à la puissance de ces armes, eh bien, elles ont éborgné beaucoup de gilets jaunes, beaucoup de syndicalistes avant, pendant les manifestations loi travail, qui ont eu leur vie détruite. Parce que quand on a un œil en moins, évidemment, notre vie change, voire totalement. Je pense à des plombiers qui ont dû arrêter de travailler. Je pense à ceux qui ont perdu des mains avec des grenades, les grenades explosives. Et je pense d'abord, évidemment, puisque c'est celui dont j'ai défendu la famille, à savoir Rémi Fraisse, qui est mort parce qu'il voulait protéger les fleurs et la nature. Uniquement pour ça. Sans aucune autre raison que de vouloir protéger la nature et l'environnement. Et qui est venu sur la zone de Sivins pour soutenir les zadistes qui étaient là, en lutte, depuis un petit moment, alors que légalement, ils avaient raison. Et que l'État avait tort. Et que l'État soutenait juste un projet productiviste. Celui de l'établissement d'un barrage qui était illégal, la justice administrative le dira plus tard. Ce projet était illégal. Les zadistes étaient dans la légalité. L'État était dans l'illégalité. Et c'est pour ça que Rémi Fraisse est mort. Parce qu'on lui a tiré une grenade sur le dos et qu'il en est tombé. Donc vous dire que c'est le début des violences policières, ce serait faux de vous le dire. Les violences policières, ça a toujours existé. Je pense d'ailleurs, quelques années plus tôt, à Vital Michalon qui est mort sur le chantier de Super Phénix à Creys-Malville, dans exactement les mêmes conditions. Et de voir et de lire que le mouvement environnemental, l'écologie politique, a toujours été une cible particulière de l'État. À chaque fois, parce qu'il y a une alliance, évidemment, entre le productivisme et les modalités autoritaires d'expression de l'État. Bien évidemment. Ces violences policières, elles ont émaillé nos regards, nos vies. On a vu toutes ces personnes qui sont tombées pendant les gilets jaunes, qui ont perdu leur vie simplement parce qu'ils voulaient mieux vivre. À un moment où on vivait de moins en moins bien, où il y avait une précarisation des plus fragiles. C'est tout ce qu'ils voulaient dire, les gilets jaunes. Ils sont venus dans la rue et ils ont pris leur temps
leur vie, leur énergie, pour faire comprendre au reste de la France que progressivement, on grignotait nos droits, nos acquis et notre vie et notre temps si précieux. Voilà ce qui se passe en 2015. Et puis, il y a évidemment le fameux article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. Ça ne veut pas vous dire grand-chose, mais c'est un article qui a été adopté sous l'initiative de François Hollande, une fois encore, par l'intermédiaire de Bernard Cazeneuve, une fois encore, qui était aussi à l'initiative de cette apologie du terrorisme dont Edoui parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la sortie de... Alors, l'infraction d'apologie du terrorisme existait depuis très longtemps. Elle faisait déjà partie des lois scélérates contre les anarchistes. Mais elle était dans le droit de la presse, donc elle était protégée. Ceux qui s'exprimaient étaient protégés, il y avait peu de poursuites. À ce moment-là, en 2014, on a sorti cette infraction du droit de la presse et on l'a mis dans le droit commun et on a augmenté la pénalité. Aujourd'hui, on voit des syndicalistes poursuivis pour une expression dans des communiqués de presse. Je pense évidemment, récemment, à Jean-Paul Delescaux, mais ce n'est pas le seul. Jean-Paul Delescaux, secrétaire départemental de l'Union départementale de la CGT 59 du Nord, qui, en qualité de secrétaire départemental, a validé un communiqué de presse le 10 octobre en soutien au peuple palestinien, mais également en soutien à toutes les victimes civiles, donc celles du 7 octobre. Et pourtant, on a le même jour, le 10 octobre, une circulaire de la chancellerie de Dupond-Moretti, ancien avocat, ancien défenseur des libertés, qui évidemment a choisi un autre camp, celui de la restriction extrême, abusive, des libertés, dont la liberté d'expression. Eh bien, cette circulaire a demandé que soient poursuivis de manière systématique les apologies du terrorisme, de manière extensive. Et on a vu pratiquement 620 poursuites. On a vu une nouvelle avancée dans les restrictions de liberté, dans le champ du possible des restrictions de liberté. Des dirigeants politiques, des personnes qui se présentent à des élections européennes, convoquées devant des commissariats pour des expressions politiques quelquefois anodines. Et oui, on voit à travers ces dispositifs une restriction progressive de la liberté d'expression. On a vu des manifestations interdites, mais on a vu aussi des réunions interdites, comme aujourd'hui, là. Il y a toujours cette menace sourde. Ne faites pas ça parce que sinon, éventuellement, on pourra vous interdire cette réunion. Et oui, à Lille, le même jour, le jour où Jean-Paul Delescaux était condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour une phrase anodine qui rappelait simplement l'enchaînement de la violence au Proche-Orient, eh bien le même jour, on a une réunion interdite dans une université, là où les jeunes se conscientisent, parce qu'on ne veut pas que les jeunes se conscientisent. Et on a également une réunion dans un lieu privé qui est interdit par un préfet. Là aussi, on a un franchissement de seuil. Autant vous dire que ce franchissement de seuil, cette réduction progressive des libertés publiques, elle ne date pas d'hier. Elle a connu une explosion dans les années 2014-2015. J'en ai terminé, à part, évidemment, l'islamophobie rampante, à part le racisme qui se développe avec l'extrême droite, à part, évidemment, tout ce sentiment qui fait que nous sommes dans le sentiment d'être assiégés quand on est de gauche. Comment est-ce qu'on fait pour résister ? Il y a plein de modalités. En quelques mots rapidement, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. En quelques mots rapidement, je crois que nous vivons un émiettement des partis politiques et un émiettement de la société civile. Et qu'il y a un moment où on doit se dire qu'on n'a plus le luxe ni de l'ego, ni du dogmatisme. Et qu'il y a un moment où, quand on est face à la réaction qui est devenue hégémonique, progressivement, parce qu'elle a mené cette bataille idéologique que nous ne menons plus depuis 40 à 50 ans, suffisamment, j'entends. Évidemment, on doit retrouver le minimum commun, les valeurs communes, et arrêter de se fractionner et de se taper dessus, même pour ceux que vous n'aimez pas à gauche.
Il y a un seul mot, c'est la solidarité. Et Edoui l'a rappelé. Il faut arrêter de s'opposer dans un moment où nous n'avons plus ce luxe-là. Et puis, et pour finir, évidemment, nous sommes dans les territoires. J'aime pas ce mot-là. Mais évidemment, ce sont les territoires qui ont été oubliés. Non pas perdus, mais oubliés. Et tous ces territoires, c'est d'abord, évidemment, les quartiers populaires, par l'État. Mais c'est aussi tous les territoires de France qui ont vu progressivement les services publics disparaître, qui ont vu une désaffection, une déconsidération. Évidemment, nous avons ce travail à faire. Aller partout, comme le fait l'extrême droite depuis très longtemps, parce qu'eux vont sur les territoires, et eux font ce travail que nous ne faisons plus depuis très longtemps. Voilà quelques ingrédients pour commencer à résister. On a des années devant nous. On ne sait pas ce qui va se passer dans les 3 ans. Peut-être que nous allons nous retrouver avec un gouvernement d'extrême droite. Évidemment, on aura des années compliquées, des temps difficiles. Mais après ça, il y aura d'autres années, d'autres élections, d'autres générations à convaincre. Et ce travail, eh bien, c'est maintenant qu'on le mène. Et tous ensemble, aujourd'hui, peut-être, nous commençons et nous continuons. Merci à vous. Résistance, oui. Un grand merci à tous les 3. On prend des questions dans la salle. On essaie d'alterner les questions d'hommes et de femmes pour laisser un peu de place à la parole des femmes aussi. Donc voilà, on prend vos questions et nos invités vous répondent. On a tous noté que Gala, finalement, était un journal indépendant et qu'il fallait s'abonner. Hein. Bonjour, je voudrais juste poser une question. L'autre jour, j'ai entendu à la radio le candidat du parti radical de gauche pour les élections européennes. Ne me demandez pas son nom, je n'en ai aucune idée. Et à un moment, il a fait il a dit quelque chose qui m'a horrifiée et qui fait écho à nos débats. Enfin, voilà. Il a dit, en évoquant la question de la Palestine et de la guerre Israël-Palestine, il a dit ce prétendu droit international. Et ma question, elle est là. J'étais tellement effarée. Ma question, est-ce que c'est répréhensible juridiquement? Parce qu'un candidat qui se permet un truc pareil, moi je trouve ça affolant. On en prend plusieurs. On prend peut-être plusieurs questions. On en prend 3-4 et puis on répond après. Bonjour à tous. Et d'abord, merci à nos 3 intervenants pour tous les combats qu'ils mènent au quotidien. En fait, moi, j'ai envie de repartir sur la fin de l'intervention de M. Harrier, sur, en définitive, quelque chose qui nous est posé en permanence. C'est que l'une des forces qu'on a, c'est notre unité, c'est notre nombre. Donc, vous appelez au rassemblement en dépassant les égos et le sectarisme. Et je suis d'accord. Sauf que moi, je vais vous dire, si je soutiens LFI, si je vais voter... mais ça y est, j'ai oublié son nom. Manon Aubry. Oui, ça commence bien. C'est pas parce que je l'aime. Je la connais pas. Et si je déteste certaines interventions, ceux qui ont participé à la pseudo-manifestation contre l'antisémitisme, ceux qui ont participé à la manifestation avec Alliance, ceux qui aujourd'hui refusent de dire qu'en Palestine c'est un génocide, c'est pas parce que je les aime pas que je les combats.
Moi aussi, j'aimerais bien qu'à la limite, ils soient avec nous. Mais ce n'est pas possible sur leur position. On pose des questions, on ne fait Ah, pas pardon, une pardon. profession de foi. Merci. Ben, je ne l'ai pas. On prend une autre question. Ah, il y a... Merci. On a une question ici, pardon. Bonjour. Bon, ça a Moi, commencé. j'ai une question là éventuellement. Je commence. Vas-y. Non merci d'abord pour toutes vos très intéressantes, passionnantes interventions, évidemment. Non, j'avais une question un peu technique. J'ai entendu récemment que le monde avait pu obtenir quelques garanties par rapport au millionnaire qui est son propriétaire. Et donc, c'est pas très clair pour moi. Éventuellement, si vous avez des détails à donner, ce serait intéressant. Merci. Une autre question, monsieur, parce qu'on a une dame qui a le Oui. micro ici, d'accord. Alors, on alternera après. J'y vais. Allez-y. Bien. Donc, la question que je voulais poser, c'est par rapport à la parole démocratique, puisque en fait, il y a une propagande donc, qui muselle le débat, qui est quand même quelque chose de conflictuel. Donc, comment sortir des polémiques et puis rentrer dans un débat qui est quand même de l'opposition, quoi. Il y a des choses à organiser, c'est pas simple. Et en lien avec cette question, donc pour revenir à un débat démocratique où les oppositions donc, puissent s'exprimer, j'aurais voulu aussi attirer votre attention sur quelque chose que vous avez évoqué, à savoir l'islamo-gauchisme, le wokisme, etc. C'est-à-dire que la chasse est aussi ouverte contre les universitaires, et les universitaires sont aussi quand même des gens qui n'arrivent plus à s'exprimer au niveau des grands médias. Il y a aussi des gens, donc il y avait eu d'ailleurs une émission sur Mediapart que j'ai regardée avec une universitaire il y a des censures administratives qu'ils ne peuvent pas parler. Donc à ce niveau-là aussi, au niveau des alliances entre journalistes et universitaires, comment essayer de réorganiser les choses. Merci. On commence à répondre déjà à ces quatre questions. Je vous laisse vous répartir les réponses. Ils veulent que je commence à nouveau. Bon, je ne vais pas répondre forcément à toutes et je vais laisser mes camarades et amis compléter. Premièrement, sur le droit international, en fait, c'est vraiment ce qui se joue là. Pas seulement sur la Palestine, mais y compris sur notre continent avec ce qui se joue sur l'Ukraine. En fait, il y a toutes sortes de nations, de puissances, d'États qui veulent effacer la date de 1948, qui veulent revenir à des logiques de domination, la loi du plus fort, et des logiques d'identité, donc de purification. Il y a un livre, il se trouve que c'est un intellectuel israélo-américain, Yohann Hazomi. Il y aura prochainement un article sur Mediapart qui vous le présentera, qui est un peu l'idéologue de la droite et de l'extrême droite israélienne, et aussi de la droite et de l'extrême droite trumpiste américaine, qui est un homme qui participe à toutes sortes de colloques en Europe. Ce livre s'appelle « Les vertus du nationalisme ». Il est préfacé par un de ces voix tout à fait racistes et néo-fascistes pour moi, que vous pouvez entendre sur CNews, l'avocat Gilles William Goldnadel. Et ce livre, qui a été traduit dans toutes sortes de langues, s'appelle « Les vertus du nationalisme », donc, et il dit ça. Il dit, au fond, il n'y a qu'une seule légitimité, c'est celle des États-nations fondés sur l'identité de leur peuple. Ce qui veut dire, du coup, une identité qui suppose que s'il y a des minorités au sein de ce peuple, elles doivent s'assimiler ou s'effacer ou disparaître. J'ai commenté dans l'appel à la vigilance ce livre et fait surgir un petit peu un coup de projecteur sur cette personne qui est une figure intellectuelle, car ils pensent, ils ont pas seulement une virulence, ils ont une idéologie. Et leur idéologie, encore une fois, c'est d'effacer ce sursaut jusqu'à la catastrophe européenne
nous vivions dans un monde où les États et les nations s'accordaient et essayaient de s'accorder. D'ailleurs, la première tentative s'appelait la Société des Nations. Le premier acte international que fait Hitler quand il arrive au pouvoir en 1933, c'est sortir de la Société des Nations. Et d'ailleurs, l'idéologue qui est cité, l'intellectuel plutôt qui est cité dans ce livre d'un idéologue d'aujourd'hui, s'appelle Herder, qui est un peu une figure de l'histoire intellectuelle allemande de la fin du XVIIIe siècle, qui a théorisé cette idée qu'au fond, une nation, c'est d'abord Volk, c'est d'abord un peuple, une identité. Et cette identité est fixe. Et cette identité a une racine, elle a une histoire. Rappelez-vous ce qu'a signifié quand Sarkozy a mis le débat sur l'identité nationale au singulier. Et randonnant hier du côté de Manigot, je passe dans un café et je vois, nous ne sommes ni de gauche ni de droite, nous sommes d'ici, avec le drapeau savoyard. Voilà. L'origine ne protège de rien. Nous sommes tous au rendez-vous de cette question. Est-ce que nous nous enfermons dans une identité fantasmée ou au contraire, est-ce que nous comprenons que nous sommes faits du monde, nous sommes faits des autres, comme les plantes, comme le vivant est fait de la relation, comme disait Édouard Glissant. Il n'y a d'identité qu'en relation, que dans le cheminement vers l'autre. Et toutes les sagesses et toutes les spiritualités, dans ce qu'elles ont de meilleur, nous le disent. C'est le chemin vers l'autre qui nous fait être nous-mêmes. Et donc, en termes de droits pour les peuples, c'est le fait d'avoir vu cet incommensurable, des nations civilisées au cœur de ce qu'il y avait de plus sophistiqué, ont pu produire la haine de l'autre jusqu'à la destruction d'hommes, de femmes, d'enfants parce qu'ils étaient nés juifs ou nés tziganes. Jusqu'à ce crime contre l'humanité, jusqu'au crime de génocide, où l'humanité se tue elle-même. Aucune autre espèce du vivant ne fait ça. Il faut redire cette histoire aux jeunes générations. C'est pour ça, entre nous, qu'il ne faut jamais pactiser avec l'antisémitisme, car il est porteur de cette histoire universelle qui nous concerne tous. Le fait de se dire que l'autre peut disparaître parce qu'il est ceci. Et c'est arrivé pas à d'autres qu'aux Juifs et qu'aux Tziganes sur notre continent. Même si nous l'avons fait subir à d'autres ailleurs. Je pense évidemment à l'esclavage et au colonialisme, qui est aussi un crime contre l'humanité. C'est d'ailleurs ce que disait Césaire dans le discours sur le colonialisme. Il disait, au fond, ce que vous ne pardonnez pas à Hitler, c'est de l'avoir fait à des gens qui sont comme vous. Parce que, et au fond, il disait, et d'où la mémoire que nous devons défendre, et je vais y revenir sur ce que disait Arié sur le sentiment un peu de défaite. Ce qu'il disait, il disait, au fond, Hitler a été votre châtiment, parce que c'est le retour à l'envoyeur. D'ailleurs, l'hitlérisme est un colonialisme, est un impérialisme. Et quand on colonialise, au nom, en prétendant qu'on est les civilisés et que les autres sont inférieurs, c'est soi-même qui devient un barbare. C'est exactement ce qui arrive à une partie de la société israélienne. C'est exactement ce que ceux qui manifestent chaque fin de semaine contre Netanyahou découvrent, à force d'avoir oublié la question de l'autre, c'est-à-dire la question du Palestinien. Eh bien, on fait surgir dans un pays, en effet, démocratique, en effet, pluraliste, avec une formidable presse, je pense, à Haaretz, on fait surgir la barbarie au sein de ce peuple. Et du coup, on a une extrême droite juive. On a une extrême droite raciste. On a une extrême droite dont certains protagonistes appellent à l'extermination des Palestiniens. Les textes existent, y compris des rabbins, y compris des gens qui se réclament des textes communs aux trois monothéismes. Et donc, je dis ça parce que cette question de 1948, c'est l'enjeu. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec mes références dans la salle.
j'ai écrit un texte de l'Ukraine à la Palestine, la bataille du droit, qui était une interpellation à nos gouvernants. Soutenir, ne pas réagir, ne pas condamner la riposte potentiellement génocidaire du pouvoir israélien, c'est offrir, de Netanyahou, c'est offrir la victoire que cherche l'adversaire revendiqué par nos gouvernants, Vladimir Poutine. Netanyahou et Poutine ont le même but, plus de droit international. Plus. Et d'ailleurs, en revanche, le droit international, on l'a fait fonctionner pour Poutine. On l'a fait fonctionner à la CIJ, à la CPI. Et hélas, le double standard, c'est de ne pas le faire fonctionner sur Netanyahou et les dirigeants israéliens pour l'instant. Je dis ça parce que c'est ça qui nous menace aujourd'hui. C'est d'avoir toutes sortes de logiques d'État, de puissance, qui sont sur une base identitaire, sur une base d'une nation propriétaire de ce qui serait ses droits et qui nie le droit de l'humanité. Après, ils font des accords. Il peut y avoir même des accords totalement paradoxaux. Quand vous vous inquiétez du sort des chrétiens du Haut-Karabakh arménien, n'oubliez pas que l'agresseur, parmi ses principaux fournisseurs d'armes, il y a qui ? Il y a Israël. Parfois, il y a des alliances totalement sidérantes qui se passent là. C'est pour ça que en entrant de la salle, il y a le sort des femmes iraniennes. Il faut, bien sûr qu'aujourd'hui, on peut avoir des États qui se retrouvent dans des positions politiques, par exemple sur la question palestinienne, où on se dit, tiens, c'est bien. Mais ils utilisent aussi cette question, parfois, pour nier les droits de leur propre peuple, pour nier le droit international les concernant. Je vous donne un exemple paradoxal. Le Nicaragua a fait une des plaintes devant la CIJ concernant Israël. Et le Nicaragua l'a fait concernant l'Allemagne et l'attitude de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un rapport sur les violations des droits humains au Nicaragua, fait notamment par des ONG et un rapporteur allemand. Il faut tenir tous les bouts. Nous sommes dans un moment où nous, au nom de la société, nous tenons tous les bouts. Ne pas nous laisser enfermer. La question du droit international, c'est cela qu'elle porte comme question. C'est la question internationaliste. Nous sommes du côté des peuples. Nous ne commençons pas des raisonnements de grande puissance en disant, de toute façon, le soulèvement du peuple syrien, c'est manipulé par les Américains. Non, il y avait un soulèvement du peuple syrien et nous n'avons pas été au rendez-vous. Et nous n'avons pas accueilli. Quand un réfugié syrien voit Mariupol, quand il voit Mariupol, il voit Alep. Car c'est là que s'est fait le galop d'essai du nouvel impérialisme russe. Sorti de sa zone historique, c'est là que se sont faits les largages de carburant faisant exploser au-delà des bombes sur les villes. C'est là que s'est fait la technique du double tir que pratique aussi, hélas, l'armée israélienne, de cibler un lieu, les secours arrivent et on recible les secours. C'est là que se sont pratiqués le galop d'essai de crimes de guerre. On ne peut pas être, nous, dans une logique indifférente au peuple en pensant qu'il n'y a que des logiques de puissance. Ils ont leur logique de puissance. Nous, on est du côté des peuples. Donc l'imaginaire du droit international, c'est cette question-là qu'il pose. Avant de laisser mes camarades répondre aux autres questions, je voudrais juste dire en écho à ce qu'a dit Arié. Nous sommes depuis plusieurs décennies dans une situation où les vents sont contraires. Nous le savons au niveau des politiques économiques, des politiques sociales et donc des régressions démocratiques. Et ce n'est pas propre à notre pays, nous le voyons tout autour. Notre génération, je vais avoir 72 ans, a eu une époque bénie où elle avait le vent derrière elle. Et je vois, c'est un hasard génétique qui fait que je n'ai pas la même couleur de cheveux que d'autres. Nous avons vécu des moments où les vents nous poussaient. Faut-il pour autant
être nostalgique, pessimiste. Non. Demain, vous allez rendre hommage, parmi d'autres hommages, à une très belle figure. Je crois que c'est sa fille, Françoise, qui va parler, à Charles Piaget. L'histoire d'Élype est une histoire immense. Quand je parlais des droits fondamentaux, et y compris du droit de violer les droits quand ils sont injustes, c'est ça, cette immense Grèce ouvrière. On produit, on fabrique, on vend, on invente soi-même son destin de dignité, de fierté ouvrière. L'histoire d'Élype, on peut se dire, c'est une histoire vaincue. Dieu sait si, y compris pour ses acteurs, la décennie 80, déjà, a été une décennie de dépression, y compris humainement pour Charles Piaget lui-même. Et pour autant, ces vaincus-là sont victorieux. C'est ce qui nous fait continuer à nous battre. C'est ce qui fait que des jeunes se remobilisent et découvrent cette histoire. Je crois profondément à cela. Et d'ailleurs, les héros et les martyrs qu'on célèbre tout autour ici, ils sont morts sans voir la victoire. Les vaincus sont toujours victorieux. Les vaincus de notre camp, du camp de l'émancipation, ils sauvent quelque chose que nous reprendrons un jour. Et donc, je dis ça parce que tout ce durcissement que nous voyons, et je l'ai écrit à propos du macartisme à la française. Le macartisme aux États-Unis, on l'appelait Red Scare, peur rouge, la peur du rouge. En mai 68, on disait seules les bêtes à cornes ont peur du rouge. Bon, mais la peur du rouge, la peur du rouge. La politique que nous affrontons aujourd'hui, y compris dans ces désordres mondiaux, y compris dans la catastrophe qu'elle peut créer. Et Dieu sait si c'est ancien, il y a 20 ans, le 11 septembre, une agression terrible pour les États-Unis d'Amérique qui les fait se ressentir menacés existentiellement comme ils ne l'ont jamais été depuis Pearl Harbor, comme la société israélienne a ressenti les massacres du 7 octobre, et du coup une riposte qui fait la politique du pire, qui crée un mensonge médiatique, qui attaque un pays souverain, fût-il une dictature qui n'a rien à voir avec Al-Qaïda, qui vient d'Arabie Saoudite et du wahhabisme, et du coup qui crée le pire, qui crée l'État islamique, et qui, loin de rendre le monde plus stable, crée l'inverse de ce qu'il recherchait. La puissance iranienne s'est développée, elle a garanti son influence, l'État islamique s'est renforcé, et le ressentiment à l'égard de ce que Vladimir Poutine aime appeler l'Occident collectif a grandi. Nous sommes face à une politique de la peur. Ce monde a peur. Ce monde de domination, de prédation, d'extractivité, de productivisme a peur. Ils savent que la montre tourne, ils savent que le vivant est en péril, ils le savent comme nous. Simplement, ils veulent continuer à en profiter. Eux, ils ne respectent pas et ils ne raisonnent pas à échelle d'humanité. Ils ne raisonnent pas à échelle de génération suivante. Ils raisonnent seulement à échelle de profit immédiat. Donc ils ont peur pour leur immédiat. Donc ils deviennent de plus en plus violents, de plus en plus méchants. Tu as eu raison de rappeler ce grand mouvement social des Gilets jaunes. Jamais un mouvement social n'a subi une violence aussi forte. Et de ce point de vue, les forces politiques traditionnelles et syndicales traditionnelles l'ont trop ignoré. Car ce mouvement surgissait au fond, quel que soit, et comme tout mouvement, il a sa confusion, il se politise en marchant, il se syndicalise en marchant, il s'invente en marchant. Et donc, nous sommes face à des pouvoirs qui ont peur. Ils font des dégâts, mais c'est eux qui ont peur. Et nous, nous n'avons pas peur. C'est toujours moi qui parle après Edoui, c'est pas facile. Merci Arié. C'est la parité. Merci. Moi, je vais tenter de répondre à la question sur les médias. Bon, encore une fois, Edoui serait plus calé que moi pour décrire l'histoire du monde et est-ce que la rédaction du Monde, elle est libre par rapport
à ces propriétaires. Je pense que c'est effectivement un point important qui est soulevé, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas demain reprendre l'ensemble du contrôle sur les médias, et ce n'est pas souhaitable. Il faut des garde-fous, et les garde-fous, c'est évidemment le droit des rédactions à garder la maîtrise de leur outil de travail. Il y a des choses qui sont déjà faites, mais il faut que les rédactions, par exemple, aient un droit de veto sur la nomination de qui sont leurs dirigeants, pour éviter ce qui s'est passé avec, par exemple, le groupe Bolloré. Quand il est arrivé, il a tout cassé, que ce soit à Canal+, à Europe 1, au JDD, où il a fait nommer Geoffroy Lejeune, donc quelqu'un qui a des accointances d'extrême droite et qui a fait fuir tous les journalistes. Donc il faudrait que les rédactions puissent s'opposer à ça, ce qui serait déjà la première étape pour qu'on évite de casser des journaux et que ça bloque finalement l'entreprise mortifère de ces propriétaires qui arrivent avec un agenda idéologique très marqué. Aujourd'hui, il y a encore il n'y a pas que Bolloré. Bolloré, il a quand même fait des émules, et je pense notamment à Daniel Kretinsky, qui est le propriétaire de Marianne, qui a fait changer la couverture, la une du journal, dans l'entre-deux tours des élections présidentielles, pour soutenir davantage Macron. Il a fait ça en s'opposant, alors après il y a eu débat, mais en tout cas il a fait ça en s'opposant à une grande partie de la rédaction. Et récemment il y a eu aussi l'expérience de Monsieur Sadé, qui est le propriétaire de La Provence, et ça peut paraître, alors c'est le patron de CMA CGM, qui a mis à pied le directeur de la publication parce qu'il y avait eu une couve qui avait été jugée trop agressive suite à la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Et en plus, elle était hyper cool, cette couve, quoi. C'était pas un drame. Et donc, la rédaction s'est mobilisée pour sauver son directeur de publication. Et c'est inquiétant parce qu'évidemment, c'est un média local qui a un pouvoir très important dans la région sud. Mais M. Sadé est aussi nouveau propriétaire de BFM TV, donc une chaîne d'information qui a aussi... voilà, donc si on imagine bien que s'il commence par de l'interventionnisme comme ça dans des médias comme La Provence, à BFM, il peut aussi avoir des velléités d'intervenir et de faire des choses qui sont à l'encontre de l'indépendance des rédactions. Je parlais tout à l'heure de défaire la concentration des médias, il faut évidemment se battre contre l'extrême droitisation, la concentration des médias privés. Il faut se battre pour notre bien public que sont les chaînes de TNT. Il faut se battre aussi pour les médias publics. Et l'exemple récent de ce qui s'est passé avec Guillaume Meurice montre une fois de plus que rien n'est acquis et qu'il faut continuer à se battre pour que les médias publics, le service public de l'information, il ne se passe pas n'importe quoi, et qu'à un moment donné, on ait le droit à la liberté de parole, à la liberté d'information, à la liberté aussi, évidemment, de faire de l'humour sur ces chaînes sans que ça déclenche des sanctions. Et puis, il y a à défendre les médias indépendants qui essayent de faire ce contre-feu-là, qui essayent de développer un autre média alternatif, mais qui ne doit pas rester dans les marges, qui doit aussi prendre la place qui est la sienne pour justement qu'il y ait un équilibre des forces. Et je ne sais pas si vous avez suivi le fait que Emmanuel Macron a lancé il y a quelques mois les États généraux de l'information, une vaste opération de consultation avec la création de groupes de travail, de forums, de débats publics en région, qui nous inquiète beaucoup. Puisque on ne sait pas ce qui va ressortir de ces états généraux. Peut-être il sortira quelque chose d'intéressant de ces états généraux et on ne sait pas après ce que vont en faire les pouvoirs publics. Et nous, on est très inquiets parce que sur ces questions de concentration dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a évidemment énormément de choses à faire, mais il y a aussi encore énormément de choses à casser. Et donc, il y a une loi qui est fondamentale, qui est la loi de 1986 sur la concentration de la presse, qui est complètement obsolète, cette loi, puisqu'elle date d'il y a un certain temps, et elle date d'une période où il n'y avait pas Internet. Donc déjà, ça vous dit un peu l'obsolescence de la chose. Et donc, elle prend en compte elle prend pas en compte les magazines, elle prend pas en compte la périodicité, elle prend pas en compte Internet dans les calculs d'audience, et elle interdit qu'un seul propriétaire ait trop de médias. Et en fait, ce qu'on voudrait, nous, médias indépendants, c'est que cette loi soit réformée pour que justement augmenter ou baisser, ça dépend comment on se situe, mais en tout cas que les seuils de concentration soient beaucoup plus contraignants que ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'on tienne compte de cette concentration avec Internet, qu'on tienne compte aussi de la concentration verticale, puisqu'aujourd'hui, il y a une concentration qui s'opère. C'est plus seulement les médias,
c'est aussi en aval et en amont, c'est-à-dire c'est les sociétés de production qui produisent le contenu qui va être injecté dans les médias, qui est entre les mains aussi de ces groupes industriels, et ce sont les canaux de diffusion. Les canaux de diffusion, c'est ce qui permet à chacun d'avoir la télé et Internet chez lui. Donc c'est Bouygues, la B-Box, c'est la Freebox. Ce sont ces canaux-là qui aujourd'hui sont entre les mains des mêmes industriels. Donc vous imaginez que cette mainmise sur l'ensemble de la chaîne, elle est aussi problématique. Et puis il y a la question de la concentration au niveau local, puisque l'indépendance de la presse, le pluralisme de la presse, c'est au niveau national, mais c'est évidemment aussi au niveau local. La presse quotidienne régionale, elle est pareil, assez concentrée. Et donc il faudrait réformer toute cette loi sur la concentration pour intégrer l'ensemble de ces éléments. Voire même, soyons fous, interdire à tout groupe industriel dont l'activité principale n'est pas les médias de devenir un opérateur direct d'un média. Mais ça, on ne va pas trop rêver, on va déjà demander la première étape. Et oui, c'est le programme du CNR qu'il faudrait appliquer aujourd'hui. Donc, on ne va peut-être pas demander le programme du CNR à Macron. On peut rêver, mais on ne va pas aller trop loin. Mais par contre, on espère que la gauche va porter très fort une ambition sur la question des médias. Et donc, ce qu'il faut, c'est que dans ces états généraux, qui vont aboutir là, en juin, à des conclusions, il faut que tout le monde se mobilise pour, à un moment donné, faire entendre la voix. C'est-à-dire que non seulement il faut aller plus loin sur la loi de 1986, sur la concentration des médias, mais surtout, il faut éviter qu'il détricote la loi existante qui est déjà complètement basse. Par exemple, aujourd'hui, rien n'interdit à un seul propriétaire, à un seul milliardaire de prendre possession de toutes les chaînes d'information en continu. Donc vous imaginez si le même propriétaire, il a CNews, BFM, bon après il y en a d'autres qui sont aussi des chaînes publiques, mais ça veut dire que tout est possible aujourd'hui. Donc il faut que le pouvoir public légifère pour qu'à un moment donné, on puisse éviter que la situation ne se dégrade et surtout que la situation s'améliore. Donc, on a créé avec une centaine d'organisations les États généraux de la presse indépendante. Je vous invite à aller, il y a un site internet qui a été lancé par le Fonds pour la presse libre, qui est à l'initiative de Mediapart. Et donc, il y a 59 propositions pour défendre justement la liberté d'informer. Et donc, ces 59 propositions, alors elles sont un peu, des fois, pas évidentes pour des non-professionnels de la presse. Il y en a certaines qui sont un petit peu à usage des journalistes. Et puis, il y en a d'autres, vraiment, c'est les bases de ce qu'il faudrait faire pour casser ce que je décris tout à l'heure, de situations dramatiques pour la presse. Donc, je vous invite vraiment à vous emparer de ces propositions, à les faire vivre, à organiser des débats, à faire en sorte que de plus en plus de gens soient conscients, soient informés sur toutes ces situations pour que demain, il y ait des propositions qui émergent et il y ait surtout des gens, des citoyens qui soient mobilisés et au courant de cette situation. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et puis, je voudrais juste aussi intervenir sur ce que vous disiez, sur comment faire vivre un débat démocratique aujourd'hui, à l'heure de ces médias qui empêchent ce débat. Je pense que là aussi, les médias publics et les médias indépendants ont un rôle essentiel à jouer pour défricher les idées. C'est le slogan de Politis, défricher les idées, nourrir les combats. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Laisser la place aussi, laisser la parole aux nouveaux chercheurs, aux mouvements sociaux, pour aussi contribuer à faire émerger ce débat raisonné, à faire en sorte qu'on entende ces nouvelles paroles, ces nouvelles analyses. Je crois qu'aujourd'hui, à gauche, ce dont on manque, c'est justement d'entendre ces analyses, de faire avancer. On a l'impression qu'il y a un monde qui existe, mais dont on ne connaît pas encore les contours, et il va falloir le construire ensemble. Et donc, on a besoin de tous ces gens qui réfléchissent, qu'ils aient aussi une chambre d'écho, qu'à un moment donné, dans ces lieux-là, soit débattu le projet dont on a envie. On manque du récit d'un futur désirable, et il faut que les médias soient le lieu où se construise aussi ce futur désirable qu'on va avoir envie d'apparaître. Je pense aussi au rôle des corps intermédiaires. Il faut retisser ce lien avec les associations, avec les syndicats. Aujourd'hui, on a des associations qui, pour certaines, sont devenues des sous-traitantes de l'impuissance publique. Il va falloir qu'elles reprennent aussi vie, qu'elles reprennent aussi cette vigueur et cette pouvoir de contestation qu'elles ont et souvent qu'elles ne peuvent plus avoir pour des raisons financières, pour des raisons de subvention, de dépendance au pouvoir public. Je pense que le défi, il est d'articuler l'éparpillement de nos mobilisations, il est de, comme dit Corinne Morel-Larleux, je crois, d'archipéliser nos luttes. Et ça, je pense que c'est le combat essentiel qu'on a à mener entre les associations, les syndicats, les médias et tout ce tissage qu'il va y avoir entre nous dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour essayer de penser ce futur dont on rêve tous.
codicile. Je lui ajoute un petit codicile. Avant, Arié, je voulais juste ajouter un petit codicile, non mais un petit clin d'œil par rapport à ce que vient de dire très très bien Agnès sur les états généraux de l'information. Pour vous dire ce à quoi nous nous habituons tellement, les états généraux de l'information annoncés, mis en place sans aucune consultation par le président de la République et lui seul, dont le président de la République et lui seul sera maître des conclusions et des décisions. Imaginez, c'est comme si on confiait la réforme de la loi de 1905 sur la laïcité au pape. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, on donne au pouvoir exécutif et on accepte comme une évidence. Du coup, je laisse Arié répondre à la question délicate qui était au cœur de l'Union, de comment le présidentialisme est un piège, y compris pour les gauches. Bon, je récupère toujours les questions difficiles, mais je ne vais pas me défiler. Avant, je vais quand même parler du droit. Mais je pense que c'est une bonne entrée en matière pour parler de la question de la manifestation du 12 novembre, mais d'autres manifestations aussi, de la question des mots, de la question de la division ou de l'union. Parce qu'évidemment, ce sont des sujets inévitables pour permettre de faire face aux enjeux actuels et à venir. Mais d'abord le droit. Et je voudrais rendre hommage à une personne qui est dans cette salle aujourd'hui. Parce que je l'ai découvert, parce que j'ai découvert les forces de gauche un peu sur le tard, mais j'ai découvert que le droit n'était pas forcément quelque chose de très habituel dans les matrices idéologiques des gauches. Voire même que c'était quelque chose dont on se méfiait énormément, pour la simple et bonne raison que j'ai appris une expression il n'y a pas très longtemps, matérialisme dialectique. J'ai compris qu'effectivement, le droit, et j'en conviens d'ailleurs, est un outil qui est créé par l'organe de répression, l'État notamment, pour asseoir une répression. Et c'est vrai. Il n'y a pas de difficulté à le penser. Mais ça n'est pas que ça. Et c'est aussi un outil. Et l'outil, dans les luttes, on se rend compte de plus en plus que cet outil-là peut être retourné, que comme toute arme, elle peut être retournée contre l'oppresseur. Et je voudrais rendre hommage à une personne qui m'a beaucoup appris. Elle est là, elle s'appelle Geneviève Leguet. Et je voudrais d'abord qu'on l'applaudisse. Et elle parlera demain sur le plateau des Glières à 10h30 avec d'autres résistantes et résistants. Et oui, Geneviève est une grande résistante. Alors moi, je l'ai rencontrée, quand j'ai entendu pour la première fois parler d'elle, elle était inconsciente, puisqu'elle avait subi une charge manifestement disproportionnée. La justice le dira, elle l'a dit il n'y a pas très longtemps. Ordonnée par un commissaire divisionnaire, le commissaire Rabassouchi, à Nice. Elle était en train de manifester. Elle avait un gilet jaune, mais vous voyez, la particularité de Geneviève, c'est qu'elle avait plein d'identités et qu'elle assumait toutes ses identités. Son gilet jaune, évidemment, au moment où il a fallu être à côté et avec les gilets jaunes, elle a endossé ce gilet et ses revendications. Mais elle était aussi porte-parole d'attaque. Et donc, les revendications contre le néolibéralisme autoritaire notamment, et contre toute la régression en matière de droits sociaux et économiques. Mais elle a également fait partie, sauf erreur de ma part, de la Ligue des droits de l'homme et de bien d'autres organisations, et de toutes les revendications. Elle avait toutes les identités politiques. Et ce jour-là, elle est sur une place à Nice, et ce jour-là, on a le lendemain le président chinois qui est censé venir pour faire des accords économiques avec Emmanuel Macron. Il a rendez-vous avec Emmanuel Macron,
Et donc le préfet des Alpes-Maritimes interdit la manifestation organisée, une manifestation que tous savent particulièrement pacifique, parce que c'est toujours le cas à Nice. Ils ne sont pas beaucoup de résistants à Nice, mais ils sont toujours là. Et les policiers les connaissent, et ils sont systématiquement là en train de discuter et de montrer qu'il y a encore une résistance, même dans les lieux où elle est plus difficile. Et on a un commissaire qui va ordonner une charge. D'abord, il va ordonner cette charge à des gendarmes. Et les gendarmes vont s'opposer à cette charge parce qu'ils disent « mais c'est pas possible, c'est manifestement disproportionné, c'est un ordre illégal ». Et là, on voit que même au sein, surtout dans le corps de l'État, dans le corps de l'administration, dans la gendarmerie, dans la police, il y a des résistances. Et il faut travailler avec ces résistances. Et je pense bien évidemment à un autre résistant, Ammar Ben Mohamed, brigadier chef de police au dépôt du palais de justice, qui a dénoncé des actes de maltraitance et de racisme dans le palais de justice de police de Paris, et qui a été harcelé, qui a subi des avertissements, des blâmes, et qui, jusqu'à ce qu'on reconnaisse sa qualité de lanceur d'alerte. Juste vous dire que, oui, il y a des résistances dans toute l'épaisseur de l'État et de l'administration, et ce fut toujours le cas. Geneviève, pour revenir à elle, elle a été chargée et elle a failli en mourir, on peut le dire, et elle a eu des séquelles et elle a encore beaucoup de séquelles, et elle est encore là. Le jour où ces filles m'ont appelé, elles m'ont dit c'est impossible, on doit pouvoir obtenir justice. Et on a déposé plainte. Et ce jour-là, on a eu un procureur de la République de Nice qui a dit « les policiers n'ont pas touché Geneviève ». Et puis on a eu un maire de Nice, Christian Estrosi, qui a dit « les policiers n'ont pas touché Geneviève ». Et puis on a eu Éric Ciotti. Et puis on a eu Emmanuel Macron, lui-même, à Nice matin, qui a dit, et qui a, alors qu'elle était encore inconsciente, qui a suggéré à Geneviève Leguet de rester chez elle à son âge, parce que les manifestations, c'est dangereux et qu'il vaut mieux ne pas y aller à son âge. Et qu'il a rappelé à une forme de sagesse. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, notamment grâce à Mediapart et à Pascal Pascariello, une incroyable journaliste qui a fait un travail justement au sein de ces résistances, qui s'est rendu compte que, avec le travail des avocats également qui sont intervenus, eh bien que le procureur de la République de Nice avait menti. Lui-même a reconnu dans les colonnes du Monde plus tard qu'il avait menti pour protéger Emmanuel Macron et évidemment la raison d'État. In fine, eh bien, on a eu une audience il n'y a pas très longtemps à Lyon parce que l'affaire a été dépaysée. C'est l'une des seules manières d'obtenir justice, puisque la justice, évidemment, est structurellement partiale s'agissant des violences policières. On a été dépaysé, et puis le commissaire Rabassouchi en qualité de donneur d'ordre. Et c'est ça la singularité, quelque chose d'inédit, qui montre qu'on avance, malgré l'avancée des forces réactionnaires, malgré les difficultés qu'on connaît, avec des femmes, comme des résistantes, comme Geneviève Leguet, puisqu'elle n'a jamais lâché le combat, elle a toujours été présente. Eh bien, on a réussi à faire condamner, elle a réussi à faire condamner le commissaire Rabassouchi pour avoir donné des ordres de violence manifestement disproportionnés. Juste pour vous dire que le droit et les résistances permettent des avancées fondamentales et qui vont permettre, notamment cette jurisprudence-là, va permettre à d'autres victimes de violences policières d'obtenir justice. Ça, c'est pour le droit. Sur vos questions, je vais finir avec, on ne devrait jamais finir avec les questions qui fâchent. Mais elle me fâche personnellement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des dilemmes, comme nous avons tous et toutes des dilemmes. Ce ne sont pas des questions qui nous opposent uniquement. Ce sont des questions qui créent des fractures en nous-mêmes. Dans des moments de crise, tels que celui que nous vivons, et il y en a eu d'autres, et il y en aura d'autres, évidemment. Et donc il faut arriver à penser ces moments de crise, de dilemmes intérieurs et de dilemmes des forces politiques et sociaux, de manière générale. Comment est-ce qu'on arrive à penser ces moments ?
Comment, par exemple, avant même de parler de la manifestation du 12 novembre contre l'antisémitisme qui a fracturé le positionnement des gauches, certains ont dit qu'il ne fallait pas y aller, d'autres ont dit qu'il fallait y aller, absolument. Comment est-ce qu'on arrive à penser ces moments et comment est-ce qu'on doit prendre une position ? C'est extrêmement compliqué, évidemment. Mais moi, je pense à une autre manifestation du 10 novembre 2019, sauf erreur de ma part. C'était la manifestation contre l'islamophobie. À un moment où les musulmans de France étaient visés, notamment par l'État. Après ce que nous avions vécu pendant l'état d'urgence, où des familles musulmanes avaient été spécifiquement visées, où il y avait une doctrine qui se développait au sein de l'État, qui consistait à créer une continuité entre l'islam, l'islamisme et le terrorisme. Et évidemment avec ces chaînes dont Agnès parlait tout à l'heure, comme CNews, qui diffusaient des idéologies d'extrême droite et islamophobes et qui tapaient en permanence sur les musulmans. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une manifestation qui est organisée contre l'islamophobie? Après, je le rappelle, un attentat contre la mosquée de Bayonne. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? La même question s'est posée le 12 novembre dernier. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Comment on fait résonner nos différentes identités politiques, confessionnelles, culturelles? Je crois que la seule manière de raisonner dans ces moments-là, c'est, et pour ne pas nous diviser, pour ne pas diviser les forces, pour ne pas diviser la société qui a besoin de se resserrer, je crois qu'il ne faut pas diviser nos principes. Et c'est peut-être une équation. Pour ne pas nous diviser, ne pas diviser nos principes. Articuler nos différents principes. La lutte contre le racisme, tous les racismes. Pas un racisme contre un autre. La lutte pour la vie et pour la protection de la vie, notamment sur les violences policières, notamment le 7 octobre. Ne pas oublier la protection pour la vie. La lutte pour l'égalité, pour l'indépendance, pour l'autodétermination des peuples également. Tous ces principes-là ne doivent pas s'opposer. C'est la seule manière que nous avons de ne pas nous diviser. Alors quand il y a des moments comme la manifestation contre l'islamophobie, et que certains se posent la question de savoir si on y va, pourquoi? Parce qu'on nous dit, et que les forces médiatiques réactionnaires nous disent « Oui, mais il y a des islamistes !» On ne peut pas manifester à côté d'islamistes qui sont contre le féminisme, qui sont contre l'égalité, qui veulent imposer un régime religieux en France, avec ce fameux grand remplacement fictif qui crée une guerre des civilisations. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte ce diktat? On accepte cet endoctrinement réactionnaire? Ou bien on se met à côté des musulmans? On va manifester avec eux, parce qu'on milite contre l'islamophobie, contre toutes les atteintes et l'essentialisation et la stigmatisation de nos frères et nos sœurs. Voilà ce qu'on fait. Et oui, on y va et on l'affirme même. Et même si on se prend des foudres derrière, et on s'en est pris des foudres, et bien c'est pareil pour le 12 novembre dernier. On a nos frères et nos sœurs de confession juive qui ressentent une douleur profonde, une peur, avec une augmentation de l'antisémitisme en France. Alors certes, il y a plein de raisons de ne pas y aller. Évidemment, ceux qui ont organisé la manifestation ont une arrière-pensée, une instrumentalisation politique de l'antisémitisme, éventuellement pour soutenir Israël. Bien sûr qu'ils ont cette arrière-pensée. Comme le 10 novembre 2019, certains avaient une arrière-pensée. Évidemment, on a ces arrière-pensées. Et puis, on a aussi l'extrême droite qui vient. Comme il pouvait y avoir des islamistes avec qui on n'est pas forcément copains le 10 novembre 2019. Mais ce n'est pas avec eux qu'on manifeste. C'est pour ceux qui sont visés par l'antisémitisme et par le racisme et par l'islamophobie. Et c'est à ce moment-là qu'on pense ensemble et qu'on ne divise pas la lutte contre les racismes et contre l'antisémitisme, comme on ne divise pas toutes les luttes. J'ai plus rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup Arié pour cette conclusion.
Je vous rappelle que les chapeaux vous attendent à la sortie. Je vous rappelle que nos 3 intervenants vous attendent dans 15 minutes pour les dédicaces, à l'espace dédicace à la librairie. Donc vous faites le tour comme ça, et de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup.